Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous vous retrouvons avec grand plaisir dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce mercredi 28 août. En presque 2 ans, le conflit qui voit les séparatistes se battre pour la création d'un État indépendant dans l'ouest du Cameroun a contraint plus de 500 000 personnes à fuir leur domicile. Nous venons d'apprendre qu'il y aura un verrouillage alors que les enfants doivent aller à l'école. C'est pourquoi nous nous déplaçons pour que les enfants puissent fréquenter des classes. Ce qui me pousse à partir, c'est le blocage qui approche. Nous savons que la ville ne sera pas aussi sereine. Alors je vais à Bafoussam pour y rester peut-être un moment avant de revenir. Les anglophones représentent environ 1/5 des 24 millions d'habitants que compte le Cameroun, majoritairement francophone. Concentrés dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont été intégrés à l'État francophone après la fin de l'ère coloniale en Afrique il y a 6 décennies. Mais la cohabitation se complique davantage car les anglophones s'offusquent depuis des années de la discrimination perçue en matière d'éducation, de droits et d'opportunités économiques. En raison de la crise anglophone, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous devons donc nous rendre à Douala ou à Yaoundé pour les envoyer à l'école. C'est donc le défi auquel nous sommes confrontés entre les deux régions anglophones. Pendant que je suis debout ici, je ne sais même pas où je vais passer la nuit. Je vais à Yaoundé pour voir mon frère qui est là-bas. Je vais laisser mes enfants avec mon frère. Un tribunal militaire camerounais a condamné mardi à la peine capitale Julius Sisikou Ayouk Tabé, chef du mouvement séparatiste anglophone du pays. Un geste qui, selon les analystes, pourrait enflammer davantage la révolte vieille de 22 mois. La reine Elisabeth II a acté la suspension du Parlement après les débats du 9 septembre et jusqu'au 14 octobre. La session reprendra avec le traditionnel discours de la reine exposant le programme du gouvernement. Nous devons présenter de nouveaux et importants projets de loi et c'est pourquoi nous allons avoir un discours de la reine et nous allons le faire le 14 octobre. Nous devons aller de l'avant maintenant avec un nouveau programme législatif. Le principal parti d'opposition a dénoncé une manœuvre antidémocratique. Il est plus intéressé à se comporter comme Donald Trump que de défendre les intérêts des citoyens ordinaires de notre pays. Nous défendons les intérêts des citoyens ordinaires du pays. Après cette décision controversée, le président américain Donald Trump a fait l'éloge du Premier ministre britannique. Boris est exactement ce que le Royaume-Uni attendait et prouvera que c'est un grand homme. J'adore le Royaume-Uni, a tweeté M. Trump. Les députés des plus grands partis politiques britanniques s'étaient réunis pour signer la déclaration de Church House, un document s'opposant à toute tentative d'imposer un Brexit sans accord, sans l'approbation du Parlement. Je ne fais que donner cet avertissement à Boris Johnson. Les premiers ministres viennent et partent. Mais en fait, je ne pense pas que nous ayons jamais vu un premier ministre comme lui qui peut potentiellement menacer la nature même de notre démocratie. Une pétition publiée sur le site du Parlement et demandant de revenir sur cette décision avait réuni plus de 300 000 signatures, largement supérieures au seuil nécessaire à l'organisation d'un débat parlementaire. Lors du sommet du G7 en France, le président Donald Trump a évoqué une vision solitaire sur le commerce, la Russie et la lutte contre le changement climatique. Trump a également défendu ce que certains considèrent comme son approche chaotique du dossier du commerce avec la Chine. C'est la façon dont je négocie. Cela a très bien fonctionné pour moi au fil des ans et cela fonctionne encore mieux pour le pays. Cela aurait dû être fait par d'autres, Bush, Clinton, cela aurait dû être fait et je le fais à présent. Trump vante souvent la vigueur de l'économie américaine comme ici dans le New Hampshire. Bien que nous avons été victimes de chasse aux sorcières et toutes les autres choses que nous avons dû traverser, nous avons pris les commandes du grand et beau navire et il est en train de changer de cap très rapidement.
Mais la guerre commerciale avec la Chine a fait des ravages et certains économistes mettent en garde contre une récession qui pourrait peut-être paralyser les chances de la réélection de M. Trump l'année prochaine. Une opportunité pour ses adversaires démocrates de s'attaquer à sa gestion de l'économie. Cela touche moins le fondement de l'économie que la politique commerciale, la politique étrangère et la politique intérieure, ce qui amène les gens à s'interroger sur la stabilité de cette administration. Trump a également un adversaire issu de son propre parti, l'animateur radio et ancien représentant de l'Illinois au Congrès, Joe Walsh. Je me présente parce qu'il est inapte. Quelqu'un doit intervenir et il doit y avoir une alternative. Le pays en a marre des crises de colère de ce type. C'est un enfant. Trump obtient généralement des électeurs des notes élevées sur l'économie, mais un récent sondage d'Associated Press a révélé une inquiétude croissante quant au caractère du président. Il y avait quelques points positifs sur l'économie et certaines politiques, mais les préoccupations générales concernant le caractère de ce président, sa façon de communiquer, sa tendance à diviser sur certaines questions pèsent, plus que les avantages qu'il tire de l'économie. Are making America great again. Thank you, New Hampshire. Thank you. Mohamed Jafar a 25 ans. Il a perdu sa main gauche alors qu'il tentait de sauver une adolescente qui avait été kidnappée par un gang criminel, auteur de multiples agressions et de l'insécurité dans la ville de Yola. Avec l'aide de l'équipe de développeurs du Centre d'innovation de la région, il s'est récemment équipé d'un nouveau bras prothétique imprimé en 3D. Il est maintenant en mesure de gagner sa vie comme tailleur. Ce membre a contribué à réduire l'humiliation que je ressentais auparavant. Lorsque je le mets, il recouvre la partie de mon bras qui a été coupée et la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre la prothèse et mon vrai bras. Cela m'aide à mener à bien mes activités. Le hub a été créé en 2018 par le gouvernement nigérian pour encourager les passionnés de technologie à trouver des moyens innovants pour résoudre certains problèmes sociaux dans la zone. Comme Jafar, de nombreux autres amputés dans la région du Nord-Est ont maintenant accès à des prothèses. L'impression 3D réduit considérablement les coûts de production par rapport aux prothèses plus classiques et offre des fonctionnalités avancées. Les développeurs ont maintenant une liste de plus de 100 personnes en attente d'être bénéficiaires. Le laboratoire lui-même n'est plus opérationnel depuis plus de 2 mois, mais nous avons déjà livré des prothèses à une dizaine de personnes. 6 enfants ont reçu des membres et un policier qui a également perdu son membre dans l'exercice de ses fonctions. Tidjani et ses collègues affirment qu'ils vont continuer à travailler pour offrir autant de fonctionnalités de pointe aux destinataires comme Jafar, afin de les aider à mener leur vie avec beaucoup plus de facilité et de dignité. Des journaux qui datent des années 1970, des portraits d'hommes qui ont marqué l'histoire de la République centrafricaine, sont entre autres quelques pépites historiques que collectionne Stéphane, artiste centrafricain et gérant d'un magasin de souvenirs. La plupart de ces journaux d'antan représentent aujourd'hui ce qu'il reste de cette époque prospère qu'a connue le pays. Vous savez, on dit toujours le monde est dans les livres. C'est pour cela que j'aime trop lire, j'aime les livres, j'aime collectionner des livres. Avant, j'avais des collègues, on était ensemble à l'université. Il y en a d'autres, parce que moi j'ai laissé. Il y en a d'autres qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, c'est auprès d'eux que je reçois parfois des livres. Il y a des enseignants retraités. Il y a des fonctionnaires retraités que parfois, à chaque moment, chaque jour, je cours chez eux, chercher des histoires, chercher des livres. Il y a des journaux datés de 1960-62 de notre pays, la République centrafricaine. Vous savez là où j'ai trouvé? Là où on vend les méchouis. Donc, ces gens-là, ils utilisent pour faire l'emballage des méchouis aux gens. Et quand j'ai vu, ça m'a touché, ça m'a pris au cœur. Je suis obligé, il y en avait une dizaine, je suis obligé d'acheter tout ça. Passionné par la lecture, Stéphane souhaite transmettre sa passion à la jeunesse centrafricaine qui malheureusement, selon lui, ne connaît pas son histoire et surtout s'intéresse très peu à la lecture. Ça me fait mal au cœur parce que la plupart de mes clients, ce sont des expatriés, alors que la plupart de mes clients devraient être les nationaux. Mais vraiment, ça me fait mal au cœur. Je leur conseille à tout prix de chercher à lire, de chercher à connaître, d'acheter des livres, des bouquets, des documents
pour connaître l'histoire. Le monde est dans le livre. En République centrafricaine, les nombreuses crises qui se sont succédées ont entraîné la fermeture de l'unique musée de la capitale et il n'existe aucune structure de conservation d'archives nationales. À défaut d'avoir les moyens de présenter dans un centre agréé les ouvrages qu'il collecte, Stéphane continue de sillonner les rues de Bangui en espérant réaliser un jour son rêve, acquérir un atelier pour contribuer davantage à la restauration de l'histoire de son pays. Je m'appelle Padjo de Carpentry Works. Je fabrique ces cercueils pour beaucoup de gens. Je les fais depuis environ 30 ou 40 ans. Papa Joe, 72 ans, a commencé à fabriquer des cercueils en 1962, après avoir été apprenti chez un maître. Il se considère non pas comme charpentier, mais artiste sculpteur. Il y a 15 ans, il a décidé de se spécialiser dans la fabrication de cercueils fantastiques. Ils sont appelés Abebou Adekai en Ga, ce qui signifie la boîte à proverbes. Un art unique au monde qui représente un élément emblématique de la personne décédée. Toute conception que je crée montre le travail que le défunt faisait de son vivant. Peut-être que la personne était un pilote, alors le cercueil pour son enterrement devrait être un cercueil d'avion. Tout le monde saura qu'il était un pilote. C'est pourquoi nous procédons ainsi, afin que les personnes participant à l'enterrement sachent ce que la personne décédée faisait de sa vie. Un cercueil-tank pour un soldat, un coquillage pour un pêcheur. Unique et atypique, la renommée des œuvres de Padjo dépasse les frontières du Ghana. Au fil des années, ces cercueils ont été achetés par des présidents américains, exposés dans des galeries d'art du monde entier et photographiés régulièrement. Les affaires vont bien et Padjo prend son travail très au sérieux. Si vous allez pour un enterrement et que vous les voyez affichés, vous pourriez penser que c'est une blague. Ce n'est pas une blague du tout parce que cela représente votre profession et vous devez être enterré avec votre profession, d'où la raison pour laquelle il sera utilisé pour vous enterrer. Le Ghana a commencé à fabriquer ses cercueils customisés dans les années 50. C'est un moyen pour les défunts de laisser une image positive et marquante après leur départ, même si ces œuvres d'art ne sont exposées que le temps d'un enterrement. Les cercueils, tout un art au Ghana. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Très belle soirée sur VOA.